Bonjour Héloïse. Bonjour Antoine. Je suis content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Moi aussi. Aujourd'hui, on va encore parler des pervers narcissiques. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'adresse plus justement aux victimes en commençant par qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces victimes ? Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'elles entendent ? Je pense que la première chose que j'aurais envie de leur dire, c'est que finalement, elles vont découvrir au cours de l'épreuve qu'elles vont vivre la force qu'elles vont avoir. Elles vont se révéler au cours de cette épreuve, un peu, tu sais, comme un roseau, comme le fameux roseau qui finalement est plus résilient que le chêne. Il va se plier, mais il va finalement se redresser. Un peu comme, Lancelot qui, dans sa découverte, de l'amour et dans la recherche de son amour, va se surpasser face à l'épreuve sans même savoir quelles épreuves vont l'attendre. Il va être dans une attitude d'excellence, une attitude de dépassement de soi. Et finalement, les victimes de pervers narcissiques, c'est ce qu'elles vont devoir être. Elles vont devoir être un roseau. Elles vont devoir se surpasser et elles vont devoir, à la différence du pervers narcissique, affronter la réalité, l'accepter, chose que le pervers narcissique ne peut pas faire. Ok, mais justement, par exemple, on voit beaucoup de victimes de pervers narcissiques qui sont dans une phase où, au contraire, elles sont plus combatives, elles sont plus dans une position presque prostrée, dépressive. Ouais. Justement, est-ce que c'est compatible avec ce que tu dis ? En fait, là, ce que tu décris, c'est forcément, c'est quasiment une dépression. Elles vont avoir cette attitude dépressive, ou en tout cas ne pas être loin de l'avoir, tout simplement parce que ce qu'elles vivent au quotidien, c'est beaucoup trop difficile à supporter et que nombreuses personnes qui ne comprennent pas les enjeux de la relation avec un pervers narcissique, c'est ce qu'elles vont vivre. En revanche, ce que j'ai envie de dire, c'est que de manière générale, quand on entre en conflit avec quelqu'un, la société nous apprend finalement qu'il y a plusieurs attitudes à adopter. La première attitude, bien entendu, c'est la fuite, celle que tout le monde connaît. La deuxième attitude, c'est l'affrontement. Allez, on part au combat, on va se taper. Sauf que l'autre attitude à adopter et que les victimes de pervers narcissiques n'ont pas acceptée, c'est la ruse. Au lieu d'être dans la fuite, qui peut parfois poser des problèmes juridiques, parce que par exemple, partir avec son enfant du jour au lendemain dans un autre pays, ça donne un enlèvement d'enfant. Donc, il faut faire attention. Être dans la fuite, potentiellement partir du domicile conjugal sans preuve, ça donne un divorce pour faute. Être dans la fuite quand on n'a pas de ressources et qu'on n'a pas d'autres lieux où aller, ça donne un sans domicile fixe. Donc la fuite n'est pas forcément une bonne attitude. L'affrontement, c'est pas non plus une bonne attitude. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on va arriver aux violences conjugales. Et en même temps, les victimes, on les comprend. On les comprend parce que quand elles comprennent, elles ont une forme de sentiment d'injustice qui les dépasse, qui est difficile à gérer. Et donc elles vont entrer dans une attitude en quelque sorte d'affrontement en disant « Mais tu te rends compte ce que tu m'as fait ?» Sauf que parler à quelqu'un qui nie la réalité, lui faire comprendre quelque chose, ce n'est pas possible. Vous avez quelqu'un en face de vous qui a une pathologie mentale, au minimum un mécanisme de défense pour certains psychiatres. Donc, tu vois que l'affrontement pose problème parce qu'il aboutit soit aux violences conjugales, soit à l'exacerbation du conflit avec les enfants, soit à une dissimulation de revenus et avec, moi j'ai des dossiers, ça fait 20 ans qu'ils sont séparés et on a encore des procédures. Tout ça pour empêcher la liquidation, tout ça pour maintenir le lien d'emprise, tout ça tout simplement pour soumettre l'ancienne victime qui a osé partir, qu'elle affronte faire un pervers narcissique. Donc, tu as deux possibilités. L'affrontement et l'évitement, la fuite. Sauf que, voilà. Et en fait, ce que j'essaie de faire comprendre aux victimes, c'est qu'elles doivent adopter la ruse. Sauf que le problème, c'est que dans notre inconscient, la ruse juridique, je veux dire, bien entendu. Bien sûr. Sauf que le problème, c'est que dans notre inconscient, la ruse, c'est parfois mal vu. Pourquoi ? Parce qu'on a l'image du renard. On a l'image du renard qui va faire peut-être des coups bas, mais la ruse, ça n'a rien de mal. Ça n'a rien de mal face à un homme, face à une femme qui vous ment depuis des années, qui a son agenda calculé pour anticiper la rupture par la suite, qui va faire tout pour vous soumettre financièrement, moralement, et qui a un tel point de perversité qu'il va prendre du plaisir dans la souffrance d'autrui. Donc, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux victimes. Vous me dites, oui, mais je me sens pas bien de faire ça. Je me sens pas bien d'organiser, mon départ. Parce que moi, je les aide à organiser leur départ pour justement que la rupture se passe dans leur intérêt juridique. Et en fait, il y a tout un mindset à changer dans l'attitude de la victime du pervers narcissique pour devenir rusée. Parce que si elles ne sont pas rusées, soit c'est la fuite, soit c'est l'affrontement et les risques juridiques sont trop importants. Alors je leur dis, allez, on va apprendre à ruser. Venez au cabinet et là, c'est le choc.
parce que je leur dis voilà ce qu'il faut faire en pratique et c'est difficile à accepter, mais si elles veulent avancer, c'est l'attitude à adopter. Ok, super intéressant cette notion de ruse. C'est vrai qu'on n'en entend pas trop parler, on a tendance à penser vraiment les faits, la vérité, etc. Le droit, c'est justement pas la vérité absolue, c'est la vérité prouvée. Et là-dedans, il faut justement essayer d'adopter, quand on est donc dans la position de la victime, une stratégie qui tourne autour de la ruse, du fait d'arriver à détourner l'attention de l'autre partie. Exactement. En fait, non seulement c'est la ruse, mais c'est également un mot très intéressant que tu as employé, que je voulais employer, c'est la question de la stratégie. On se dit la plupart du temps que, la stratégie, c'est quelque chose d'écrit, que c'est quelque chose qui est anticipé. Ça te fait penser, tu sais, à l'art de la guerre, où finalement, toutes les techniques de défense, d'attaque sont anticipées. Sauf que, certes, par exemple, je peux m'inspirer de l'art de la guerre pour établir ma stratégie juridique, mais je vais pas simplement m'inspirer de ça. Ce qu'il faut comprendre en tant qu'avocat et en tant que victime, c'est que le propre de la stratégie, c'est l'adaptabilité. Bien sûr. C'est-à-dire la capacité à faire face à la réalité, à une réalité mouvante, à des émotions qui ne seront pas prévues, à des coups bas qui vont tomber en face, à des discours totalement mensongers malgré les preuves, puisque c'est le problème, c'est que vous ne pourrez pas avoir de discussion. Donc, à partir du moment où vous avez anticipé les comportements du pervers narcissique, c'est-à-dire c'est toujours la même chose, ça va être la dissimulation de revenus, ça va être la culpabilisation, ça va être un agenda caché, ça va être des preuves qui vont être anticipées, ça va être une manipulation des enfants. J'en passe, c'est toujours la même chose. À partir du moment où vous avez compris ça et que moi, en tant qu'avocate, je vais expliquer à mes clients, hommes ou femmes, ce qui va se passer dans leur relation avec l'autre parent ou avec leur conjoint, je leur dis, on va mettre en place une stratégie. La stratégie, bien sûr, je peux pas les dévoiler comme ça de manière, une bonne fois pour toutes, parce que la stratégie, c'est ce que j'ai commencé à dire, elle est aussi finalement propre à chaque client, même si de manière générale, il y a des schémas commun, il y a des schémas répétitifs, la stratégie, on va la mettre en place. Et donc, il faut changer votre mindset quand vous êtes victime, accepter d'être usé, accepter de mettre en place une stratégie et surtout, vous savez, accepter aussi d'être dans l'action, parce que l'une des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui avec les victimes de pervers narcissiques, c'est que, bon, c'est génial, elles ont été voir leur psy. Alors ça, c'est clairement la priorité. Pourquoi c'est la priorité de voir un psy ? Parce que finalement, j'en parle tout le temps, mais sans entrer fondamentalement dans le détail. Je leur dis, allez voir un psy, parce qu'en fait, vous allez déconstruire vos propres croyances en les confrontant à la réalité. Et puis, ce qui est intéressant dans le travail avec le psychologue, c'est que vous faites pas le travail de votre côté, dans votre coin. Vous n'êtes pas tout seul à trouver des analyses. Vous êtes dans l'échange si vous êtes avec quelqu'un qui est bon en face. Vous allez pouvoir déconstruire les croyances que vous avez par rapport à votre enfance, les idéaux familiaux que vous avez par rapport à, justement, les idéaux familiaux qui font que ça va être plus difficile de déconstruire le couple, de se séparer, de divorcer. Et donc, à partir du moment avec la psychothérapie où vous allez déconstruire vos propres croyances, eh bien, cette psychothérapie, je le dis toujours, est souvent, parfois, en tout cas je le conseille, le préalable à la rupture. Parce que rompre avec un PN sans déconstruction préalable de vos croyances, ça veut dire que la déconstruction va arriver en parallèle d'une rupture le plus souvent, on va dire, difficile, à tout le moins. Et donc, si vous avez non seulement la déconstruction de vos croyances et de la compréhension de votre inconscient qui s'accompagne d'une rupture douloureuse, voire chaotique, ça fait trop. Et donc, l'anticipation de la rupture, eh bien, en fait, c'est la déconstruction de vos croyances de manière antérieure à la rupture. Ok, ce que tu veux dire, si j'essaye de résumer un petit peu plus simplement, c'est qu'il faut apprendre à se connaître et à se comprendre, puisque donc par la psychothérapie, parce que c'est nos faiblesses et nos croyances et aussi la façon dont l'autre nous a détruits qui fait que sinon on va pas comprendre ce qui se passe ou ce qu'on est en train de faire. Exactement. Et on n'aura pas non plus l'énergie pour affronter et être capable d'accepter tout le mal qu'il va nous faire pendant la procédure, Exactement. etc. Et en fait, c'est tellement vrai que quand des clients viennent me voir alors qu'ils n'ont pas fait ce travail de psychothérapie, j'en arrive à des questions juridiques totalement insensées, des demandes procédurales totalement insensées, puisque si le client que j'ai en face de moi est incapable de voir la réalité, il va me demander en tant qu'avocat des procédures judiciaires qui ne correspondent pas à la matérialité des faits.
Et donc, il va vous présenter une situation de fait qui est totalement décorrélée de la réalité. Et ça, c'est le propre du pervers narcissique. L'avocat du pervers narcissique va forcément présenter une situation qui reflète le trouble de la personnalité. Donc, c'est pour ça aussi que pour les avocats, c'est important de savoir déceler ces troubles psychiatriques. Pourquoi ? Parce que si vous arrivez à les déceler, bon, c'est extrêmement difficile et même moi, j'y arrive pas, toujours. En tout cas, parfois, on y arrive, mais on a toujours un doute puisque de toute façon, c'est pas notre métier. Mais si l'avocat n'arrive pas à déceler ça, vous allez arriver dans un engrenage juridique avec la vraie victime. Et cet engrenage juridique est délirant parce que quand l'avocat comprend que ces procédures n'ont que pour seul but de soumettre financièrement la partie adverse, de maintenir l'emprise, quand l'avocat il comprend ça, si c'est un avocat qui respecte notre déontologie, il est censé dire à son client là, on se calme, on arrête, vous êtes clairement dans une attitude de quérulence. La quérulence, tu sais, c'est le fait de faire procédure sur procédure alors que c'est pas justifié. Et les PN, ils sont super forts pour ça. Ok. Justement, on parle des PN. Finalement, l'image qu'on a d'eux, c'est des gens forts. Est-ce que pour toi, un PN, c'est quelqu'un de fort ou de faible ? Ah, merci Antoine pour cette question. Écoute, on a souvent même le sentiment, non seulement qu'ils sont forts, mais qu'on n'arrivera jamais à les combattre. C'est encore plus. On a un mur en face de nous et un mur qui est infranchissable. Non, pour moi, les PN, ils sont fondamentalement faibles. T'imagines que le propre de la pathologie de cette personne, c'est son incapacité à voir la réalité. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils fascinent autant les PN. Ils sont fascinants et on en parle autant parce que la table, par exemple, tu vois le fauteuil qui est là, pour eux, ils vont te dire qu'il est rouge. Alors que si t'es pas daltonien, tout le monde va dire qu'il est vert ou bleu dans ces tons-là. Et donc, c'est quand même inimaginable que cette réalité dans laquelle nous sommes nés, depuis le moment où on est sorti du ventre de notre maman, ils n'ont pas cette même réalité. C'est fascinant. C'est pour ça que les gens après vont attaquer en disant oui, c'est un phénomène de mode. Mais c'est au-delà d'un phénomène de mode. C'est aussi quelque chose qui est fascinant. C'est pour ça qu'on en parle. Donc, la faiblesse, si je dois résumer, la faiblesse des pervers narcissiques, oui, ils sont faibles, ces personnes, parce qu'ils ne voient pas la réalité. Et qu'à tout leur entourage, ils montrent une situation de fait qui ne correspond absolument pas à la matérialité des faits. Et la difficulté, bien entendu, c'est la question de la preuve et j'y reviens tout le temps. Allez voir un avocat parce que si vous allez voir un avocat, vous serez beaucoup mieux détendu. En tout cas, un avocat qui va comprendre les violences conjugales et le phénomène de l'emprise. Et donc, quand vous comprenez, quand moi j'arrive à expliquer finalement à la victime la faiblesse psychologique des PN, elles se disent ah oui, j'avais pas compris. Et l'autre stade de l'acceptation de cette faiblesse, c'est finalement l'empathie. Puisqu'à partir du moment où tu comprends que ton ex-femme, ton ex-mari, peu importe, l'ex avec qui t'étais, a finalement une incapacité à voir la réalité, non seulement tu sais toujours comment ça va se passer, mais tu te dis en fait, il a juste besoin d'être soigné. Il ne peut pas faire autrement. D'accord ? Ce n'est pas possible. La situation sera toujours comme ça. Et c'est pour ça qu'on les voit pas dans les cabinets de psy. Puisque le propre du psy, c'est de te faire voir une autre réalité. De déconstruire tes croyances. Sauf que moi, tu vois, par exemple, si je suis persuadée que 1 et 1, ça fait 3, si tu vas me démontrer que 1 et 1, ça fait 2, je vais l'accepter. Le PN, il l'acceptera pas. C'est pour ça qu'il ne peut pas aller dans un cabinet de psy et c'est pour ça que ça ne sert à rien d'aller voir un psy, d'aller faire une médiation familiale, d'aller faire une conciliation avec un PN, d'aller faire ne serait-ce que de la négociation ou du droit collaboratif, ça ne sert à rien. Ce n'est pas possible. Vous n'avancerez pas. Ce sera juste un maintien de l'emprise. À partir du moment... Tu sais ce que c'est, le pragmatisme ? Alors, juste, ça sert à rien pour le PN, parce que lui, les victimes, elles, il faut qu'elles y aillent, etc. En médiation ? Non, pas en médiation, mais par exemple, aller voir un psy. Ah oui, le psy, oui. Oui, bien sûr. Les victimes, bien entendu, elles peuvent y aller, mais dans toutes les situations de négociation, de médiation, de règlement des conflits, ça ne sert à rien d'aller essayer de trouver un accord avec le PN. Cela ne sert à rien, sauf exception, si l'avocat en face a compris et arrive quand même à contrôler son client en lui disant, parce que c'est aussi notre rôle, en lui disant là, ça sert à rien, il faut s'arrêter, le dossier est simple, voilà ce qui va se passer en justice. Là, dans ces cas-là, pourquoi pas ? Mais la plupart du temps, ça ne marchera pas. Parce que l'emprise du client, en fait, elle se fera également sur l'avocat. Et l'emprise du client, elle se fait non seulement sur son propre avocat, mais également sur l'avocat adverse. Puisque l'avocat qu'on a, l'avocat du PN, finalement, n'est que le reflet de sa parole, puisque c'est le propre de l'avocat. Donc, quand on est l'avocat d'une victime, il faut même apprendre à repérer le harcèlement qui potentiellement
peut venir de l'avocat adverse par la voix de son client. Ok. Oui, bien sûr, l'avocat a un vrai rôle central dans ces types de procédures. Ouais. Par exemple, je veux juste te donner un exemple. Ouais. Quand je te parle, par exemple, tu vois, de cette incapacité à voir la réalité. J'ai, par exemple, eu à traiter par le passé d'un dossier dans lequel le père n'avait pas vu son enfant pendant peut-être 1 an et demi ou 2 ans, malgré l'existence d'une décision de justice qui lui octroyait des droits. Eh bien, ce père avait par la suite, 1 an et demi, 2 ans après, réclamé des droits en se faisant passer pour une victime, en disant qu'il avait eu des non-représentations d'enfants, alors que pendant 2 ans, il était juste en train de se droguer, qu'il était juste en train d'aller voir des prostituées et qu'il était juste incapable d'aller s'occuper d'un enfant, ne serait-ce qu'1 heure. Et donc, tu vois, comme il est incapable de voir la réalité, comme il est incapable de voir ses propres failles, ses dépendances toxicologiques en particulier, sa violence, je passe les éléments plus précis du dossier, eh bien, il allait trouver un avocat en se faisant passer pour une victime, alors que pendant 1 an et demi, 2 ans, il n'avait pas vu son enfant. Et ça, tu vois, c'est exactement l'attitude PN. Alors, bien sûr, ça ne peut pas se résumer. Être PN, ça ne peut pas se résumer à un tel comportement, mais une attitude normale quand un père ne voit pas son enfant pendant 1 an, 2 ans, c'est une reprise progressive des droits. Bien sûr. C'est dire, voilà, écoute, je l'ai pas vu pendant un certain temps, est-ce qu'on pourrait peut-être faire quelques transitions, quelques rendez-vous ensemble pour que notre enfant arrive de nouveau à être en confiance? Qu'est-ce que tu me conseilles de faire pour améliorer la situation? Je suis bien entendu à ton écoute. Oui, j'ai déconné. Mais en fait, dans la vie, tout le monde peut déconner. On peut tous, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. C'est ce que, je sais plus quel philosophe grec disait ça. Mais en fait, l'acceptation de l'erreur, l'acceptation des failles est impossible pour un PN, alors que pour un humain normal, dire j'ai fait une erreur, c'est pas grave, je vais m'améliorer. Ok. C'est très intéressant, ça me fait réfléchir en même temps. Dans cette relation, est-ce que tu penses... T'as un petit peu répondu sur la ruse, mais justement, souvent on voit des gens qui veulent être authentiques, qui veulent rester eux-mêmes, alors qu'ils sont dans une situation où l'autre n'est pas lui-même, ou s'il est lui-même, en tout cas, il est compliqué. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que toi, tu lui recommandes aux gens de rester eux-mêmes, de rester loyal, droit, etc.? Alors, ça, ces valeurs de loyauté, de droiture, bien entendu, je les recommande. Je vais pas dire à des personnes soyez des menteurs et soyez voilà, c'est pas ma conception des choses. En revanche, l'authenticité, c'est quelque chose qui est quand même dangereux. Pourquoi ? Parce que l'authenticité, déjà, je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je comprends pas, c'est que toute la société vous dit finalement il faut être authentique. Il faut dire ce qu'on pense. Non mais attention Antoine, si t'es obèse et que t'as un complexe vis-à-vis de ton poids, ne ris pas s'il te plaît, si je te dis que t'es obèse, potentiellement ça va te faire pleurer. Alors super, j'aurais été authentique, mais en attendant j'aurais été brutale, j'aurais presque été violente vis-à-vis de toi. Donc non, l'authenticité, en tout cas dans le sens où je la comprends, peut-être qu'il y a un autre sens, dire ce qu'on pense, je trouve que c'est pas toujours une bonne chose et que finalement c'est peut-être choquant, mais une forme, alors j'aime pas forcément l'hypocrisie, le terme d'hypocrisie, mais tout au moins de ne pas, appuyer là où ça fait mal. Parce que appuyer là où ça fait mal vis-à-vis d'un pervers, vous allez vous reprendre un retour de bâton. Ça, c'est clair. D'accord ? Qu'est-ce qui lui fait mal, par exemple, justement ? La réalité. Okay. Ce qui fait mal à un pervers, un pervers narcissique, c'est la réalité. Il y a rien de pire, c'est-à-dire... Et puis, le délire, c'est que si par hasard, vous avez l'intelligence d'enregistrer, par exemple, une conversation ou d'avoir des preuves et que vous lui montrez, de toute façon, quelqu'un de normal, si je te montre ça, tu vas dire « Ah, ok, oui, j'ai dit ça. Ah, nana ». Un pervers, il va dire « Mais non, j'ai jamais dit ça » ou « Je l'ai dit dans tel contexte, mais tu ne comprends pas. C'est toi qui m'as manipulé, tu m'as obligé à dire ça. » Ou même, l'attitude la plus probable, c'est que de toute façon, il va tellement détourner la conversation que la possibilité d'obtenir une réponse quant à la preuve de ces textos, quant à la preuve de ces conversations, sera impossible. Puisque c'est ce que je dis, ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est ne pas répondre. Et d'ailleurs, ça m'intéresse parce que c'est une question qui revient souvent dans les commentaires, etc. C'est justement filmer ou enregistrer. Est-ce que c'est recevable en justice ? Comment ça marche ? Alors, au pénal, ce sera bien entendu recevable
par exemple, pour qualifier le harcèlement, l'atteinte à la vie privée, les menaces, ça, tout au contraire, je vous invite à enregistrer. Au civil, la preuve est en principe déloyale, sauf exception depuis un revirement de jurisprudence de décembre ou novembre de cette année. Donc, les exceptions, on les connaît pas encore très bien puisqu'on n'a pas encore suffisamment de retours en termes de jurisprudence. Et puis, c'est les juridictions aujourd'hui de fond qui font leur travail, première instance et appel, et on n'a pas encore suffisamment de retours pour donner une analyse juridique et jurisprudentielle suffisamment pertinente. Mais tu vois, ce que j'essaie de t'expliquer aussi dans les pervers narcissiques, c'est que, avec les pervers narcissiques, c'est que quand tu es construit de manière saine, ce que tu vas accepter l'incertitude, tu vas supporter le fait que peut-être que la vie va amener à un divorce, peut-être que tu peux avoir des événements difficiles, perdre ton travail, avoir, j'en sais rien, accepter la perte de tes parents, de tes proches, la perte d'un travail, peu importe. Le pervers narcissique ne supporte pas. Pourquoi tu ris, toi? Je sais pas. Je vous précise qu'Antoine vient de rentrer de vacances, du coup, il est juste content. C'est pour ça, je suis de bonne humeur. Disons que la difficulté avec le pervers narcissique, c'est qu'il ne va pas supporter l'incertitude. Sauf que l'incertitude, c'est l'essence même de la vie. Connaître, accepter l'imprévision de la vie, c'est la nature propre de la nature, c'est la nature humaine. Et le pervers narcissique ne peut pas l'accepter. Comment cette inacceptation de l'incertitude va se manifester? Ça va être par exemple un enfant qui va pas se présenter pour aller voir son père. Il va dire mais le jugement avait prévu ça. Oui, mais par exemple ça fait 2 ans qu'il a pas vu que tu l'as pas vu. Ou par exemple oui, mais le jugement va prévoir, la convention parentale prévoit un appel ou 2 appels par semaine. Oui, mais sauf que ton enfant il veut plus parler depuis que tu l'as insulté et depuis que tu l'as traité d'idiot. Donc tu vois, l'incertitude en fait est inenvisageable pour le pervers narcissique. Et cette incertitude va ce défaut d'acceptation de l'incertitude va lui permettre de se positionner en tant que victime. Et c'est ça qui est difficile, c'est que quand il y a un moment, la vraie victime va se dire mais est-ce que c'est moi qui suis folle? Tant qu'elle n'aura pas compris, est-ce que c'est moi qui suis folle? Est-ce que c'est moi qui déconne? Et c'est ça qui est difficile, c'est que finalement, elle est dans une telle confusion mentale qu'elle est dans une incapacité à voir les choses de la manière d'une manière réelle, raison pour laquelle même la victime ne voit plus la réalité, justement. Même la victime ne voit plus la réalité, c'est ce qu'on appelle le fameux gaslighting, la confusion mentale. Et ça, c'est ça qui est très intéressant parce que c'est ce que je dis toujours. Moi, si j'ai l'Alzheimer, je suis Alzheimer dans mon coin. Si je suis schizophrène, bon, je suis globalement schizophrène dans mon coin, mais il y aura pas d'incidence globalement sur les autres, quoi. J'entends que les proches puissent subir, mais bien sûr. Mais ce qui est fou, c'est que, et c'est pour ça que c'est fascinant, le trouble de la perversion narcissique, de la personnalité narcissique, n'existe que par l'intermédiaire de l'existence de l'autre. Si l'autre n'existe pas, ce trouble ne peut pas s'épanouir, ne peut pas vivre. C'est la négation de l'individu, de l'altérité de l'autre, qui fait le propre de cette violence conjugale, qui par la suite, de ce trouble qui se manifeste par la suite en violence conjugale. Oui, parce que je l'explique. La raison, finalement, c'est quelque chose d'évident, mais qu'on dit pas. Les violences conjugales naissent systématiquement au préalable de violences psychologiques. Qu'elles soient avouées, inavouées, inconscientes, pas vues, il y a toujours de la violence psychologique à un moment. En amont. En amont. Avant d'avoir un coup de poing. Ça, c'est en dehors de la question des pervers narcissiques. C'est au sens large. Au sens large. Sur les violences. Au sens large. Au sens large, avant de te prendre un coup de poing, tu vas subir des pressions. Tu vas subir, des humiliations. Exactement. Et donc ça, c'est important de le dire parce que l'une des difficultés aujourd'hui en matière de violence conjugale, de violence psychologique, c'est que il y a une normalisation, à mon sens, par nos parents, par nos arrière-grands-parents, des violences psychologiques. Et on est dans une période, et c'est une chance, qui met un doigt sur ces violences psychologiques, on est dans une période finalement qui décrit, qui schématise, qui théorise ces violences, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne peut pas en vouloir à nos parents, à nos grands-parents, finalement, de nous avoir transmis ces mécanismes de violence. Parce qu'en fait, on les a appris la plupart du temps. C'est des violences psychologiques qui sont très fines. Ça va être, par exemple, nier le sentiment de l'autre. Nier le sentiment, si tu me dis que t'as froid, alors qu'il fait 28 degrés dehors, et si je te dis, non, c'est pas possible, tu peux pas avoir froid, il fait 28 degrés dehors. Mais ça peut paraître rien pour la plupart des gens. Sauf que on comprend peu à peu aujourd'hui quand on se forme aux questions de l'empathie, d'écoute active, de respect de l'autre, en fait, c'est tout le mouvement du développement de soi. On prend conscience que de nier le sentiment de l'autre, ça peut être finalement une forme de violence psychologique. Et alors là, je te donne vraiment la version très basse, mais bien sûr, après, on monte dans les niveaux de violence psychologique et celle-ci précède toujours, en tout cas dans les dossiers que j'ai eus,
peut-être que c'est une petite expérience, mais dans les dossiers que j'ai eus, il y a toujours de la violence psychologique avant les violences physiques. Oui, ça paraît assez logique en fait que ça monte un peu crescendo. Et d'ailleurs, souvent les gens appellent une fois qu'ils ont reçu le coup de poing, etc. Mais en fait, il y a eu souvent 2 ans, 3 ans, 10 ans de monter jusqu'à ce coup de poing en fait. Exactement. Et ce qui est dramatique, je pense que c'est vraiment l'une des choses les plus difficiles aujourd'hui pour les victimes. C'est quand elles ont été 20 ans, 30 ans en relation, mais même 10 ans, et qu'elles s'aperçoivent que finalement, parce que le trouble de la personnalité narcissique niait leur existence, l'existence de l'autre, et que finalement elles comprennent, les victimes, que le pervers narcissique aurait pu aimer n'importe qui, que ce n'est pas elle ou lui qu'il a aimé et qu'elles n'ont finalement jamais été aimées. Et ça, c'est potentiellement le plus difficile parce que se dire qu'on a eu 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, qu'on a fondé une famille, qu'on a eu des rêves, qu'on a eu des projets avec quelqu'un qui était incapable d'aimer, c'est quand même une souffrance immense. Comment un pervers narcissique peut justement manipuler la procédure, par exemple, de divorce ou de séparation ? Merci Antoine pour cette question. Je pense que l'une des premières techniques par lesquelles le pervers narcissique va manipuler la procédure de divorce, ça va être un positionnement de victime. Et c'est quand même très difficile pour la vraie victime de voir que le pervers narcissique utilise exactement la même chose. L'une des techniques également utilisées, ça vous le savez, c'est une diminution artificielle des revenus, voire une dissimulation de revenus. J'ai même eu pire, je me souviens il y a quelques temps dans un dossier, avec un pervers narcissique qui a osé effectuer un placement en curatelle. Il s'est placé lui-même en curatelle pour permettre finalement, pour complexifier la liquidation du régime matrimonial. C'est pour te dire à quel point il n'y a aucune limite pour empêcher, pour favoriser le divorce, aucune limite pour réaliser le divorce. En fait, leur but vraiment, c'est d'empêcher la séparation, de maintenir le lien, de maintenir leur position de victime et de maintenir leur propre représentation mentale. Parce que en fait, avoir un divorce pour faute, avoir une ordonnance de protection, eh bien tout ça, c'est des décisions qui les amènent finalement à être confrontés à la réalité, sauf qu'ils ne le supportent pas. C'est pour ça que tu vas avoir procédure sur procédure pour qu'ils maintiennent finalement leur propre représentation de la situation. Oui, tant qu'il y a un appel, tant qu'il y a quelque chose, on peut dire, non, tout ça est une incompréhension de la justice, mais Exactement. Ils vont bien, au bout d'un moment, reconnaître que c'est moi la victime. Exactement. S'ils sont sans cesse dans cette quérulence, c'est parce que s'ils s'arrêtent, ils s'effondrent. Accepter la réalité, c'est s'effondrer. C'est clairement une décompensation narcissique après. Hein. Oui. C'est quoi le vrai risque, il est là. Et la décompensation narcissique, faut pas non plus croire que c'est un petit truc. Ça peut aller jusqu'à la dépression, voire au suicide. Donc, c'est pour ça qu'ils continuent procédure sur procédure. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire aux victimes de pervers narcissiques, malheureusement, ça ne s'arrêtera jamais. La plupart du temps, ça ne s'arrête pas. Et même avec une nouvelle compagne, parce que la plupart du temps, ils trouvent, les hommes ou femmes, vont trouver une nouvelle compagne, un nouveau compagnon très vite. Et le discours classique, c'est que l'ancien époux, l'ancienne épouse est forcément un monstre. Alors, vous pouvez être sûr que ce sera comme ça. Ok, très intéressant. Et là-dessus, tu disais justement, donc ils peuvent pas perdre la face en fait. Il faut qu'ils continuent pour se maintenir dans leurs mensonges. Et tu disais que là-dedans, justement, ils aiment pas la variance. Ils aiment pas quand il y a des éléments qui ne sont pas, qui étaient des choses qui étaient prévues et qui ne sont pas respectées. Est-ce que justement la victime, ça peut être aussi intéressant pour elle de créer cette variance pour justement le rendre un peu fou ou pas du tout ? Alors, moi je pense vraiment que la victime doit avoir une attitude de respect du droit au maximum. Mais ce respect du droit doit toujours se faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Quand par exemple vous avez une décision qui va ordonner une garde alternée avec une famille ou des enfants qui ont un rejet fondamental vis-à-vis du père ou de la mère, il y a les deux qui arrivent, vous êtes dans des situations qui sont totalement inapplicables. Donc, tu vois, parfois, le respect du droit, il faut décider avec son avocat ce qui doit être effectué. Et parce que la variance, c'est quelque chose qui est très douloureux pour eux et ils ne vont cesser de répéter cette variance. Et si cette variance se fait en dehors du droit, ça va vous retomber dessus par la suite. J'ai des dossiers dans lesquels on a eu, par exemple, un père qui est parti avec son enfant, qui a changé de pays. On sait parce que l'enfant avait un rejet mais fondamental de la mère, parce qu'il y avait des violences et qui étaient prouvées. Sauf que ce père, il est parti avec l'enfant et qu'il est parti avec l'enfant dans un autre pays. On se retrouve avec un enlèvement international d'enfants, procureur et retour de l'enfant.
Donc, tu vois que même si le pervers narcissique ne supporte pas la variance, il faut que vous, en tant que victime et que responsable, malheureusement, d'une forme de protection vis-à-vis de l'enfant, même si l'enfant peut grandir et s'adapter, il faut que vous respectiez le droit au plus possible parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des situations qui sont encore beaucoup plus dramatiques que la situation que vous aviez auparavant. Ok, parce que tu te retrouves du coup avec des victimes qui, par méconnaissance ou mauvais accompagnement, se retrouvent à enfreindre le droit en se disant comme ça je vais m'en sortir, et en fait elles se mettent dans des situations catastrophiques. Exactement. Moi je pense que le pire, vraiment l'une des pires choses que vous puissiez faire en tant que victime, c'est de partir sans avoir vu un avocat. Un avocat qui est d'une part formé aux violences conjugales et qui est d'autre part formé au droit de la famille. C'est vraiment indispensable. Et ne pas faire ça. Si vous faites pas ça, vous vous exposez à perdre votre enfant, vous vous exposez à perdre de l'argent, beaucoup d'argent, vous vous exposez à devoir rester parfois dans un lieu, dans une géographie, dans une ville que vous ne supportez pas, dans laquelle vous n'avez pas vos amis, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas finalement de tissu social pour vous soutenir. Et j'ai régulièrement vu des dossiers dans lesquels j'accompagne les victimes peut-être 2 ans ou 3 ans avant la séparation quand elles sont à l'étranger, pour pouvoir par exemple revenir en France près de leur famille, près de leurs amis, pour être protégées au moment de la séparation. Une séparation avec un PN, je le redis, c'est ruse et stratégie pour pouvoir partir. Ok, on a parlé pas mal de la rupture. J'aimerais faire un lien avec les enfants. Qu'est-ce que tu recommandes comme mode de garde et comme point de vigilance quand il y a des enfants lors de la séparation avec un pervers narcissique? Déjà, avant de parler concrètement des enfants, je ne peux pas m'empêcher de parler de cette actualité juridique dans laquelle notre président de la République, M. Macron, a proposé un devoir de visite de la part des pères. C'est absolument, je pense, fondamentalement le discours d'un homme qui n'a pas d'enfant de pouvoir dire ça, et d'un homme qui, manifestement, n'a pas compris qu'il y a certains pères, d'abord, qui ne veulent pas avoir leurs enfants, et que surtout, la priorité, c'est pas de se placer vis-à-vis du père. La priorité, c'est toujours de se placer vis-à-vis de l'intérêt de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est une notion juridique sur laquelle tout notre droit de la famille, qui concerne la séparation et la fixation, la résidence du droit, la fixation du droit de visite et d'hébergement, est fondée. Donc, avant de parler de devoir de visite d'un père, ce dont il faut parler, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour l'enfant. Est-ce que c'est mieux d'aller mettre un enfant vis-à-vis d'un père qui est toxicomane? Est-ce que c'est mieux que son enfant aille voir son père alors que le père est violent vis-à-vis de l'enfant? Non. Et c'est une évidence. Donc non, il ne faut pas de devoir de visite du père et il ne faut pas non plus de devoir de visite de la mère. Ce serait exactement la même chose vis-à-vis d'une mère. Mais est-ce que c'était dans ce sens-là ou c'était plus dans le sens... au lieu d'avoir juste un droit, si le père de lui-même ne respecte pas son droit, il va le perdre. Mais non, mais ça c'est déjà le cas. Aujourd'hui, tu as un père qui ne va pas voir son enfant pendant des années. Oui, mais si par exemple il a, disons, un week-end sur 2 et en fait il vient un week-end sur 4. D'accord, mais il va garder son droit et la mère va se retrouver avec justement une incertitude, quelque chose de pesant à pas savoir si elle va voir ses enfants le week-end ou pas. Dans ces cas-là, il faut qu'elle ressaisisse le JAF pour avoir une modification du droit de visite et d'hébergement du père. Mais un père qui se désintéresse de son enfant, on va pas lui dire va voir ton enfant. On ne force pas l'amour d'un père vis-à-vis d'un enfant. Ce n'est pas possible. Comme on ne force pas l'amour de qui que ce soit envers une autre personne. L'amour, c'est quelque chose qui est imprévisible, qui ne se contrôle pas. Oui, mais est-ce que justement, c'est pas, je joue un peu l'avocat du diable Bien pour sûr. essayer de comprendre aussi, est-ce que c'est pas important, par exemple à la maternité, tout le monde fait en sorte que la mère et l'enfant, et d'ailleurs souvent le père aussi, s'attachent à l'enfant. Mais Ils ça, vont c'est te le très mettre bien. en peau à peau, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'ils forcent un peu justement l'amour, parce qu'il y a aussi de la chimie, tu vois. Oui, bien sûr. Un père qui peut-être lui-même a eu des lacunes, etc. dans son éducation, est-ce que le forcer à créer un lien, un attachement, c'est pas un moyen d'arriver à avoir des pères qui s'impliquent plus, puisqu'on voit aujourd'hui que par exemple énormément de délinquants sont des gens qui n'ont pas eu de père. Est-ce qu'il n'y a pas là-dessus peut-être c'est très mal exécuté, mais est-ce qu'il n'y a pas un fond intéressant à aller chercher? Alors, je pense que dans ce sens-là, c'est peut-être mal présenté de la part du président. Effectivement, je pense que le lien père-enfant pourrait être vraiment renforcé, mais c'est une question aussi, de changement de mentalité aujourd'hui. C'est que en pratique, c'est les femmes qui s'arrêtent davantage de travailler, qui vont davantage chercher leurs enfants, et que le changement de mentalité est en ce moment en train de se faire, mais qu'il n'est pas totalement effectif. Mais je maintiens que la forme, le fait d'imposer un père de rendre visite à son enfant,
je maintiens que ça ne va pas, puisque non seulement ça prend pas en compte l'attitude du père, les sentiments du père, son comportement, ses qualités, ses défauts, mais en plus, ça ne prend pas en compte l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant n'est pas nécessairement de voir son père, ni de voir sa mère. Il y a des pères, je vais devant le juge des enfants régulièrement, il y a des pères, il y a des mères qui sont totalement défaillantes et qui constituent un danger pour leur enfant. Bien sûr. Donc, si le but, c'est de renforcer les liens entre le père et l'enfant, c'est un souhait, que je trouve particulièrement louable, mais c'est clairement pas en imposant un devoir, selon moi. Ok, très intéressant. Et tu me posais aussi la question, du coup, ça c'est quelque chose dont je voulais parler. Oui. Tu me posais aussi la question, finalement, quel devoir de visite, quel droit de visite, quel hébergement on doit mettre en place avec un PN. Oui, et puis surtout, qu'est-ce qui va se passer derrière ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis en place un hébergement, quel qu'il soit, c'est quoi les points de vigilance, les choses où on sait que, par exemple, ça on va pas avoir, ça on va avoir, etc. Alors, je sais que mon discours peut être difficile à entendre et je le vois avec mes clients et je vois aussi que plusieurs années après, ils viennent me voir en me disant Maître, vous aviez raison, je change d'avocat parce qu'en fait, mon avocat n'a pas compris. Okay. Parfois, dans le cours de la séparation, au cours de la séparation, de la négociation par exemple du divorce, on va avoir des victimes qui vont se dire j'ai envie d'améliorer les choses, j'ai envie qu'on ait une bonne communication, j'ai envie que on reste une famille quoi qu'il arrive malgré la séparation. Et donc on va aller par exemple sur un divorce amiable où on va mettre en place une garde alternée. Pourquoi ? Parce que et je trouve ça encore une fois louable et sensé à la base. On va mettre en place par exemple une garde partagée à partir des 6, 7, 8 ans de l'enfant parce que l'enfant va être suffisamment grand, le besoin de maternage va être moins fort. Sauf que mettre en place une garde alternée avec un PN, je vous dis ce qui va se passer. Première chose, va y avoir une manipulation de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant va être placé dans 3 positionnements possibles. L'enfant, ça va être soit un enfant roi, soit un enfant rejeté, soit un enfant neutre qui n'aura pas le droit de s'exprimer en termes de personnalité. Et à chaque fois que j'ai des dossiers avec des enfants de pervers narcissiques, on est toujours dans un de ces 3 schémas. Donc dites-vous que quand vous étiez en couple, vous arriviez peut-être à maintenir, à contrebalancer les 3 postures, les 3 comportements de l'enfant. Mais si, vous vous séparez, ces 3 postures vont être exacerbées. Okay. L'enfant roi, pourquoi on a cette attitude d'enfant roi? Parce que l'enfant roi, ce sera la parole du parent pervers narcissique. Ce sera la voix du pervers narcissique. C'est l'enfant dans lequel on va entendre les mots du parent pervers narcissique. L'enfant détesté, ce sera celui qui va défendre le parent sain, tout simplement. Et l'enfant neutre, c'est celui qui ne voudra pas prendre position. Et tu vois que finalement, ces postures, en fait, il y en a aucune qui sont saines. Puisque le parent, l'enfant roi, en fait, il n'est pas censé être un roi, il n'est pas censé avoir la parole, reproduire la parole du parent PN. Pareil pour l'enfant, détesté, il n'est pas censé reproduire la parole du parent sain. Et l'enfant neutre, c'est problématique parce qu'en fait, il a le droit d'aimer aucun des parents aussi. Donc, l'enfant a besoin de se construire, à mon sens, dans un environnement qui lui permette d'aimer l'un, d'aimer l'autre, d'être concentré sur ses émotions, de s'écouter lui-même, de conscientiser le fait que d'avoir un parent qui lui dit t'es pas belle, t'es moche, t'es grosse, ou t'arrives à rien, tout ça c'est de ta faute, si t'es anorexique c'est de ta faute. Tout ça c'est des comportements qui sont violents et c'est de la violence psychologique. Donc à partir du moment où tu sais ça, ce n'est pas concevable d'une part d'octroyer la résidence d'un enfant à un parent PN, et d'autre part de mettre en place une garde alternée. Si tu fais ça, ces 2 modes de garde vont entraîner les comportements dont je te parle. Et c'est pour ça que, en tant qu'avocate, j'informe toujours mes clients de cette situation-là en disant « Ok, je comprends, mais sachez comment ça va évoluer dans quelques années. » Et vraiment, je vous le dis, je reçois tellement de clients et de clientes qui me disent « Mon Dieu, si j'avais su, vous décrivez exactement ce qui se passe aujourd'hui. Mais mes avocats ou les psychologues que j'avais rencontrés par le passé ou les assistantes sociales, peu importe, n'avaient pas compris, ou la justice n'avait pas compris au sens large. » Mais si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça parce que c'est dramatique. Et aujourd'hui, dites-vous que des enfants qui sont placés dans de telles situations, je sais que certaines personnes vont dire que c'est récupérable. J'ai espoir, mais en tout cas, c'est difficilement récupérable. C'est pas gagné. Parce que, dans ces cas-là, à ce moment-là, c'est pas l'amour du parent sain qui va suffire. C'est pas, le fait d'être de nouveau dans un cadre sécurisant qui va suffire. Là, c'est clairement des professionnels de santé, une assistance éducative qui est nécessaire et, vraiment des gens qui sont compétents dans ce domaine. Sinon, vous n'allez pas sortir comme ça l'enfant de l'emprise. Ok. Et quand il y a
plusieurs enfants, par exemple, une fratrie. Quand il y a plusieurs enfants, il y a une division de la fratrie. Il peut y avoir justement, par exemple, les 2 seront des enfants rois, ou il peut y avoir un enfant roi et un rejeté, par exemple. Alors, dans l'idéal, pour le pervers narcissique, c'est quand même d'avoir le plus d'enfants qui transmettent sa parole. L'enfant rejeté, c'est l'enfant qui va refuser de reprendre la parole du pervers narcissique. C'est l'enfant qui va affronter son parent nocif, en quelque sorte. Mais ce que je vois régulièrement dans mes dossiers, c'est des divisions de la fratrie, et toujours demandées par le parent pervers narcissique. Parce que quand on est un parent sain, mais bien sûr qu'on ne sépare pas les enfants. D'ailleurs, le droit le prévoit. Et quand on a un parent qui ose demander une séparation de la fratrie, il y a à tous les coups, alors peut-être que je me trompe et que je vais rencontrer un dossier où c'est pas le cas, mais à tous les coups, je vais avoir la plupart du temps un parent avec des violences conjugales. Sauf bien sûr si on a un enfant qui va avoir un parcours scolaire exceptionnel, particulier, et ça n'a rien à voir. Mais quand il y a un contexte de violence psychologique, vous pouvez être sûr que le parent sain, il va proposer une division de la fratrie. Le parent pas sain, justement. Le parent pas sain, il va proposer une division de la fratrie, et c'est triste pour les enfants. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu vas aborder sur ce thème ? Sur les enfants ? Ouais. Un autre élément aussi, le parent pervers narcissique, dans la mesure où il n'a pas envie que ses enfants se construisent et aient conscience de leur existence en tant que personne, il fera tout pour que l'enfant sain, le pervers narcissique fera tout pour que ses enfants n'aillent pas voir un psychologue. Et il mettra en œuvre tous les stratagèmes pour que les enfants n'aillent pas voir des psychologues. Donc faites très attention à le faire de manière saine, quitte à le demander au tribunal, quitte à demander directement au tribunal. Madame le Président, Monsieur le Président, je souhaiterais que mon enfant soit accompagné psychologiquement et que je m'en charge, parce que le parent pervers narcissique n'accompagne pas l'enfant de manière régulière, que le suivi psychologique est aléatoire et que finalement le parent pervers narcissique met tout en œuvre pour empêcher la construction de l'enfant en tant que personne. Ok, c'est quoi les défis pour l'avocat quand il représente une victime d'un pervers narcissique ? Alors, il y a pas mal de défis, c'est une question intéressante. Il y a pas mal de défis pour un avocat quand il défend une victime de pervers narcissique. D'abord, la prudence. La prudence, pourquoi ? Parce que la seule chose qui compte en tant qu'avocat, c'est quand même les preuves. Donc, qu'est-ce que vous avez d'abord à me présenter comme dossier ? Parce que en tant qu'avocat, on ne doit pas se faire embarquer non plus parce que dit son client, parce que sinon on va perdre en justice après. Donc il faut trouver la mesure, il faut trouver un discours qui constituera le juste milieu entre les preuves que mon client va m'apporter et et le discours de mon client. Donc ça, c'est le premier défi, c'est la mesure. Je pense que l'une des difficultés également en tant qu'avocat, ça va être d'aider le client à apprendre à communiquer avec le pervers narcissique. Parce que le premier réflexe d'une personne qui est victime, quand elle reçoit un mail avec des reproches, une culpabilisation, de la confusion mentale, le premier réflexe, c'est de vouloir se défendre. Moi, si tu me tapes, j'ai envie de me défendre. C'est le premier réflexe. Je vais pas me laisser faire. Et donc, le délire que je dois apprendre à mes clients, c'est ne pas répondre ou répondre en une phrase. Et ça, c'est quand même délirant parce que on a envie d'argumenter. La plupart du temps, on a envie de parler, on a envie d'échanger. C'est le propre de la nature humaine, le lien social. Eh ben non. Là, il faut arrêter. Et ça, c'est quand même très dur à intégrer. Et puis aussi, le plus grand défi, c'est d'accepter qu'elles n'ont pas été aimées, parce qu'en fait, c'est ces clients que je vais devoir gérer, in fine. Ouais. C'est des clients qui vont être dans un état de tristesse très fort, parce que accepter qu'on n'a pas été considéré comme une personne pendant des années, c'est quand même difficile. Raison pour laquelle, là, c'est pas mon travail, c'est chez le psy. Et je dirais également que l'un des défis, des avocats qui défendent des victimes, ça va être d'accepter l'horreur future de la situation. Et ça, c'est quand même difficile. Parce que quand je te parle, par exemple, des enfants rois, quand je te parle des enfants détestés, des enfants neutres, tout ça, c'est des enfants qui peuvent pas se construire. Et donc, si vous avez la capacité à intégrer la réalité, à accepter la réalité, peu importe la douleur de cette réalité, vous pourrez mettre en place les bonnes actions. D'accord ? Mais si vous les mettez en place très tardivement, c'est parfois trop tardivement. Ok, et on voit souvent d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, beaucoup de gens disent quand il y a un pervers narcissique, souvent il y en a un dans ses parents. Déjà, est-ce que c'est le cas ? Et surtout, comment on fait pour éviter que son enfant devienne pareil ? Alors, là, je peux pas me prononcer, tu sais, sur le fait que les parents soient pervers narcissiques. En pratique, je le vois, mais je me sens vraiment pas à l'aise de dire, tiens, j'ai les compétences pour le dire avec certitude.
Je peux le constater dans des attestations, dans des témoignages, mais c'est quand même, à mon sens, assez léger. Donc ta question, c'est comment éviter finalement qu'un enfant soit pervers narcissique ? Son enfant, s'il vit avec une personne, je sais pas, voilà, est-ce que c'est des comportements comme, je sais pas, l'alcoolisme qui ont tendance à se transmettre ou non, c'est pas pas du ça tout. les vrais comportements qui ont tendance à se transmettre. Les vrais comportements qui ont tendance à se transmettre, c'est des comportements qui fonctionnent par imitation. C'est-à-dire l'imitation, par exemple, apprendre à mentir, apprendre la confusion mentale, apprendre la manipulation, apprendre le gaslighting, apprendre, le love bombing. Tous ces mécanismes, l'enfant, il apprend d'abord par imitation. Donc, si le parent le fait, l'enfant le fera ensuite. Et ce qui est en plus catastrophique, c'est que l'enfant se sentira à l'aise dans ce type d'environnement puisque c'est l'environnement dans lequel il a grandi. Donc, en tant qu'adulte, il va rechercher de nouveau cet environnement. Mais si on veut proposer une aide en tant que parent sain, en quelque sorte, même si je suis pas totalement d'accord avec cette formulation, je pense que la meilleure chose à faire, donc, c'est d'éviter une garde alternée et d'arriver à avoir la résidence des enfants. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, de tout faire pour les faire exister en tant que personne. Puisqu'ils n'existent pas en tant que personne avec l'autre parent et que les enfants n'existent qu'en étant le prolongement que l'image que le pervers narcissique a dans sa tête de son propre enfant, c'est absolument ça, ce sur quoi il faut travailler pour te dire à quel point c'est vrai. Je me souviens d'une audience où je défendais une victime de pervers narcissique et en face, on avait un pervers narcissique. Je n'ai jamais employé le mot. C'est interdit. En revanche, quand le magistrat a adressé la parole à l'autre parent, qui avait un trouble de la personnalité narcissique à mon sens, la seule chose que le père, c'était un père dans ce dossier, la seule chose que le père a trouvé à dire, c'est mon rôle dans la société, mon rôle en tant que père. À aucun moment dans son discours, il ne s'est placé vis-à-vis de l'intérêt de l'enfant. Alors que ce qui compte et ce qu'a fait ma cliente, c'est qu'elle parlait de l'enfant, elle parlait pas d'elle. Et ça, par exemple, c'est un signe parmi d'autres. Bien Mais tu vois que c'est intéressant parce qu'en fait, l'enfant, doit être à l'image de la représentation du rôle qu'un pervers narcissique doit avoir dans la société. Si le père ou la mère a un enfant qui ne correspond pas à l'image de l'enfant qu'il attend, il y aura un rejet par la suite. C'est là que vient le rejet de l'enfant. Ok. Et donc, du coup, si on a un enfant et qu'on veut éviter qu'il ait des problèmes, c'est limiter l'impact du pervers narcissique dans toute la vie. Donc, essayer d'avoir le maximum de droits de garde, etc. Et ensuite, psychothérapie pour l'enfant aussi. Ah bah oui, bien sûr. Et ensuite, du coup, lui apprendre à se construire, à réfléchir par lui-même, à être une personne épanouie, quoi. Exactement. Et comment aider l'enfant ? C'est vous, en tant qu'adulte, qui devez d'abord travailler sur vous-même. Puisque si vous êtes un adulte et que vous n'avez pas travaillé sur vous-même, vous allez nécessairement placer l'enfant dans un conflit de loyauté parce que vous allez être dans une forme de rage, dans une forme de colère, dans un sentiment d'injustice. Sauf que si vous transmettez ça à votre enfant, vous l'empêchez d'avoir ses propres croyances, ses propres avis et de déterminer qui il peut aimer ou non. Et puis, on peut très bien dire à un enfant ou faire comprendre à un enfant ou tout simplement accepter que son enfant aime un parent qui est défaillant. Bien sûr. C'est pas du tout indispensable. Et donc, il faut laisser à cet enfant la possibilité d'aimer l'autre parent. Ça, c'est absolument indispensable. Mais c'est pas parce que l'enfant dit ça qu'il n'a pas compris qui était son parent. J'ai régulièrement des dossiers où les clients viennent me voir en me disant, par exemple, mon enfant, il a très bien compris que l'autre parent était défaillant, mais il l'aime quand même. J'en ai plein des dossiers comme ça. Et heureusement, d'ailleurs, c'est un très bon point. Très intéressant. Simplement pour vous dire que vous êtes des milliers maintenant à nous regarder et il y en a beaucoup qui sont pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. On va essayer de sortir des épisodes chaque semaine ou en tout cas le plus souvent possible. Donc abonnez-vous, activez la cloche et comme ça vous serez au courant à chaque fois qu'un nouvel épisode sortira. Merci beaucoup, à bientôt.